Bien, bon, nous allons démarrer cette troisième leçon sur les matériaux poreux. Et donc cette leçon, au cours de cette leçon, j'ai surtout développé la chimie en fait sur des matériaux poreux organiques, essentiellement des polymères et en particulier des réseaux amorphes, sauf en fait sur le dernier exemple à la fin, où je vous montrerai des choses qui sont assez intéressantes, qui ne sont pas amorphes, mais bon, que probablement la plupart d'entre vous ne connaissez pas. Alors quand on regarde un petit peu le monde des polymères poreux, c'est un monde qui est immense, avec évidemment toute la chimie des polymères, c'est-à-dire une chimie qui récupère finalement toute la richesse de la chimie organique, et également avec des mises en forme, c'est de la matière molle, avec des mises en forme très très variées, et surtout des pores qui vont typiquement du nanomètre, je dirais même de quelques angstroms à plusieurs centimètres. Et ça se fait relativement facilement parce que c'est une chimie, je dirais, au sens anglo-saxon qu'on pourrait appeler versatile. Alors au niveau donc, des domaines, des propriétés et puis des domaines d'application pour certains de ces domaines d'application réelle et dans d'autres d'application potentielle, voici une liste qui n'est pas une liste à la Préveur, mais globalement le stockage et la séparation des gaz, le relargage de médicaments, en particulier, ça, il y a déjà pas mal de développement, tout ce qui est catalyse, support catalytique, capteur, matrice, matériaux à faible constante électrique, puisque essentiellement c'est du carbone et de l'hydrogène et de l'oxygène, cristaux photoniques, des filtres, des membranes. De très nombreuses membranes industrielles aujourd'hui sont en fait construites sur la base de polymères poreux et pas de matériaux inorganiques, quoi qu'on en dise. Donc des masques également pour la lithographie et la nanolithographie. Pas mal de développement au niveau des colonnes de chromatographie, en particulier des supports. Les électrodes pour le stockage et la conversion d'énergie. Bon, là, les polymères interviennent très souvent comme composants et des fois, bon, dans certains cas, comme électrodes. Donc ça, c'est un domaine qui est très très vaste et qui finalement, quand on regarde par rapport à tout ce qui se publie dans le monde des polymères au niveau scientifique, et bien la plupart des applications, très souvent, appartiennent au domaine des polymères. Alors, si je regarde maintenant les différentes façons de construire des systèmes poreux à base de matière organique et de polymères, je les ai classés de façon un petit peu systématique en trois parties. La première, c'est l'utilisation de gabarits ou de moules. Donc, gabarit, pour ceux qui... Bon, c'est ce qu'on appelle template en anglais, je le répète. Donc, avec des précurseurs polymériques ou monomériques. Ensuite, en fait, il y a une partie un peu particulière, mais qui est surtout développée au niveau académique. Ça donne de très beaux objets. C'est l'utilisation de copolymères à blocs amphiphiles. Et là, je vous montrerai quelques exemples. Et puis, il y a un très fort courant scientifique sur le développement de polymères poreux obtenus directement par synthèse. Et là, dans ces dernières années, là, il y a énormément de publications qui sont apparues, justement, avec des stratégies qui sont parues assez intéressantes. Et je finirai par des composés organiques poreux à réseau de liaison hydrogène qui, eux, sont cristallisés. En fait, ce sont des clatrates. Et ça, les gens, en général, ne connaissent pas ces clatrates organiques. Et je me permettrai de prendre quelques minutes pour vous illustrer ce point. Alors maintenant, si on regarde la première façon de faire des matériaux organiques poreux, donc l'utilisation de gabarits ou de moules, les moules pouvant être minéraux ou organiques, en général, c'est de la réplication que je dirais directe. Alors on peut soit utiliser des polymères et par infiltration, ou bien on peut également utiliser des procédés couche à couche, avec des polyélectrolytes, typiquement ce qu'on appelle layer by layer. C'est des procédés qui ont été développés par Géraud Descher à Strasbourg il y a de très très nombreuses années, mais qui sont finalement très faciles à mettre en œuvre. Et puis il y a sinon l'utilisation de monomères que l'on polymérise, soit via des polymérisations que je dirais conventionnelles, et il y en a un certain nombre en chimie des polymères, soit des polymérisations électrochimiques, soit des polymérisations vivantes contrôlées. Alors sur ce tableau, en fait, j'ai reporté quels étaient les principaux gabarits, les principaux templates utilisés et les méthodes d'élimination. Alors ici, entouré de blanc, ce sont essentiellement des gabarits organiques,
donc déjà des systèmes qui sont eux-mêmes des polymères assez classiques comme le polystyrène, le polyméthylméthacrylate, des résines mélanine-formaldéhyde, et également des polymères, je dirais, à base d'acides à interférence biologique. Donc les moyens d'élimination, en général, ce sont des moyens d'élimination par lavage, où le lavage peut être couplé à des réactions assez simples, par exemple une coupure en milieu acide ou une saponification d'un ester, enfin ce sont ce genre de choses. Du côté des gabarits minéraux, vous voyez, la plupart des gabarits minéraux sont des minéraux assez classiques comme la silice, l'oxyde de titane, mais bon, on trouve également des minéraux qui sont des sels assez exotiques qui, eux, s'en vont directement par un simple lavage. Et donc, en général, c'est lavage pour l'éliminer et, je dirais, les silice-alumine, c'est toujours en fait des lavages en milieu légèrement basique ou en milieu acide fluorhydrique dilué. Alors, au niveau donc, des gabarits, quelles sont les approches que l'on trouve? Eh bien, essentiellement 3 types d'approches. L'utilisation de gabarits isolés, typiquement, on va enrober un gabarit qui va être une silice dense ou poreuse, un latex, avec une réaction d'adsorption. Donc, très souvent, on va avoir besoin, mais pas toujours, hein, d'un agent de couplage sur la surface, et ensuite, bon, on crée une polymérisation à la surface et ensuite on élimine le gabarit par lavage. Sinon, au niveau des matériaux qui sont déjà mis en forme, typiquement on va avoir les tubes d'oxyde anodisés. Bon, les plus classiques sont les alumines anodisés, mais également on peut faire de l'oxyde de titane par voie anodique. Il y a une étape d'infiltration et puis ensuite, bon, à nouveau, élimination du gabarit et on récupère quelque chose qui ressemble à ceci, mais sur une base purement polymérique. Et puis ensuite, il y a les assemblages colloïdaux, assez connus, je dirais, soit de silice, soit de latex, une étape d'infiltration et de polymérisation, puis finalement une élimination du gabarit. Alors voilà un premier exemple. En fait, ce sont des gabarits minéraux que j'ai trouvé assez intéressants parce que ce n'est pas ce qu'on rencontre en général dans les publications. En fait, ce sont des sels assez simples, des sulfates de sodium qui sont réalisés par une simple décomposition d'un sulfonate organique. On obtient des tiges, vous voyez, des systèmes qui sont bien calibrés au niveau de la taille. Et donc ensuite, dans une deuxième étape, on utilise ces tiges et on va enduire de polymère par la méthode layer by layer dont je vous parlais, avec un premier polymère qui va être la polyéthylamine qui est positif. On lave entre-temps et on rajoute la deuxième couche qui est le polyacide acrylique qui lui va être négatif. En fait, c'est simplement des interactions électrostatiques entre les polymères et puis on fait plusieurs couches comme ça, chacune interrompue par un lavage. Lorsqu'on a, je dirais, fait suffisamment de couches, on rajoute finalement une carbodiimide pour avoir de la réticulation dans le réseau polymère et ensuite un simple lavage à l'eau. Ça permet d'obtenir des nanotubes de polyélectrolytes qui peuvent être mis en forme. Vous voyez, typiquement, ça c'est le cliché de microscopie électronique. On voit bien que ces nanotubes sont creux et correspondent finalement à cette matière. Donc ça, c'est un exemple qui vous montre finalement une des approches qui peut être utilisée en chimie des polymères. Évidemment, cette porosité, elle peut être utilisée pour charger un principe actif ou pour charger, par exemple, dans le cas présent, c'était de l'ADN marqué par un colorant, simplement pour visualiser que l'ADN était bien dans les tubules, en fait. Hein, donc, il n'y avait pas d'application derrière, mais c'était simplement pour montrer qu'il y avait des propriétés potentielles, des applications potentielles. Alors, la seconde approche ici, c'est l'utilisation, justement, de gabarits qui ont été créés par anodisation. Alors la première étape, vous voyez, c'est de l'anodisation qui permet, sur une électrode de titane métallique, on forme en fait des nanotubes d'oxyde de titane. Dans un deuxième temps, on infiltre ces nanotubes avec un monomère qui est le pyrrole, et on fait donc, ça ce sont les nanotubes au départ, obtenus après anodisation. Bon, vous voyez que c'est relativement régulier. Personne n'est parfait, bien sûr, mais c'est pas mal. Et ensuite, on infiltre avec du pyrrole. Et comme on a une électrode, on a un contact électrique. Je vous rappelle que le pyrrole, c'est un monomère qui donne des polymères conducteurs qu'on appelle les polypyrroles, et que cette polymérisation, c'est une polymérisation oxydative. Donc, on a besoin d'électrons, on a besoin de redox. Ce redox peut être amené, dans le cas présent, par l'électrode. Et donc, on fait une empreinte, vous voyez, de polypyrrole ici. Ensuite, ce composite
peut être lavé dans un deuxième temps par dissolution sélective de la partie minérale, bon, typiquement avec ce genre de... Et on récupère une structure poreuse de polymères conducteurs avec des pores, vous voyez, de 40, on peut varier la taille des pores entre 40 et 160 nanomètres, et des épaisseurs de murs qui peuvent être également variables. Vous voyez, ça c'est ce qu'on obtient pour le composite. Donc en gros, on a relativement bien respecté la matrice initiale. Et puis ça, c'est après, je dirais, élimination, c'est le polypyrrole final. Ça, c'est une vue de face. Et là, vous avez une vue latérale où on voit les nanotubes. Hein. C'est un peu comme un champ de blé. Ce n'est pas parfaitement aligné, mais c'est pas mal. Voilà, ça, c'est à nouveau une vue agrandie, finalement, de la structure poreuse du polypyrrole, polymère conducteur. Et donc ça se met directement sur une électrode. Alors, une autre façon de faire les polypyrroles, c'est à nouveau d'utiliser une polymérisation oxydative. Mais cette fois-ci, bon, la démarche au niveau procédé est différente et la démarche au niveau de la réaction d'oxydoréduction qui va permettre la polymérisation est également différente, mais ça reste tout à fait classique. Dans un premier temps, on part d'une lame de verre où on ajoute un agent de couplage et on fait des latex, en fait, des cristaux colloïdaux de latex. Ensuite, on rend le système étanche et on évapore en fait, du pyrrole. Vous voyez, on évapore du pyrrole au niveau vapeur, après avoir pris soin d'imprégner finalement le réseau de latex avec un chlorure de fer, qui est également un agent qui va changer son état d'oxydation et qui va permettre finalement la polymérisation du polypyrrole. Et on obtient, vous voyez, par séchage, ensuite on dissout le latex. Alors les latex, il y en a beaucoup, il y a de nombreuses familles. Pour ceux qui veulent utiliser des latex, il y a quand même une chose tout de suite à voir, c'est est-ce qu'on a des latex qui sont réticulés ou non réticulés. Les non réticulés, en général, on les élimine par chauffage, alors que les réticulés, on les élimine par chauffage, alors que les non réticulés, on les élimine par lavage. Et donc ça, c'est une petite différence qui peut être importante lorsque vous processez des matériaux. Alors voilà ce que ça donne, ça c'est le lit de latex. Et le système, une fois que l'on a en fait conduit à la fois les réactions de polymérisation du pyrrole et puis éliminer les latex, vous voyez, c'est une matrice qui est assez régulière. En plus, ça donne des matériaux qui sont assez manipulables en épaisseur, avec des propriétés mécaniques qui ne sont pas du tout ridicules. Pour un polymère, c'est pas mal du tout, une dureté de quelques GPa et surtout un module Young de 48 GPa. Et évidemment, des conductivités qui ne sont pas les conductivités des métaux, mais on est à 2 à 5 Siemens par centimètre. Donc pour ceux qui n'aiment pas ce genre d'unité, ça représente en fait 5 ohm-1 cm-1 pour ceux qui préfèrent ces unités-là. Mais globalement, c'est une conductivité qui est tout à fait raisonnable. Alors une autre façon, c'est d'utiliser des polymères à blocs. Ça, je vous en ai déjà parlé la dernière fois et je ne vais pas trop vous parler en fait, de la possibilité que l'on a à utiliser des copolymères à blocs amphiphiles avec des blocs qui s'aiment plus ou moins, et donc ça donne des ségrégations avec des structures, je dirais, parfaitement organisées. Donc ça, ce sont des blocs typiquement polystyrène, polybutadiène, polyméthylmétacrylate. Mais je vous ai beaucoup parlé la dernière fois finalement de blocs amphiphiles, du type de ces blocs à base d'oxyde d'éthylène ou d'oxyde de propylène, qui sont également des amphiphiles. Et globalement, cette partie bleue, c'est la partie qui va aimer en fait la zone polaire, et la partie rouge est une partie qui aime moins la zone polaire. On peut changer finalement les affinités respectives en changeant la taille des maillons. Vous voyez, bon, ça, ce sont des systèmes qui sont commerciaux. Et donc, en changeant la taille des maillons, ce qu'on va changer, eh bien, c'est essentiellement, on va changer le rapport entre la partie qui aime l'eau, la partie polaire, et la partie qui ne l'aime pas. Et ça va changer les courbures. Alors, un exemple que je vous avais déjà montré dans le cours de la dernière fois, mais on était allé au bout jusqu'au carbone, on peut s'arrêter intermédiairement. C'est-à-dire qu'on va utiliser un polymère amphiphile qui est symbolisé par cette partie, la partie rouge, c'est la partie qui aime l'eau, ici la partie rose, et la partie qui n'aime pas l'eau, qui va s'organiser. On la met en présence d'un précurseur polymérique, une résine formophénolique, typiquement à résol. Alors vous voyez, il reste beaucoup de groupements OH sur ces résines, ce qui veut dire qu'elles vont avoir une bonne affinité pour les parties polaires. Et globalement, vous allez avoir, par évaporation, vous allez avoir un processus d'auto-assemblage du polymère et de la résine formophénolique. Et en particulier, on peut très bien gérer la courbure en faisant des choix
sur les blocs, la taille des blocs bleus ou des blocs rouges, mais également en fonction de la quantité de résine formophénolique qu'on va rajouter, puisqu'elle va avoir comme elle va se positionner finalement sur les parties polaires, et donc ça va changer la courbure. Je vous rappelle que la courbure dépend finalement essentiellement de, je dirais, la surface de la partie hydrophile par rapport à la longueur en fait de la partie hydrophobe. Donc ça, c'est un moyen. Donc ce qu'on peut faire, c'est que positionner une résine sur l'interface de ces systèmes, et puis au lieu de calciner jusqu'au bout comme on faisait la dernière fois pour obtenir des carbones, intermédiairement, on va faire une calcination plus douce qui va permettre d'éliminer simplement le polymère qui sert en fait de gabarit ou de template, et puis de garder finalement la résine polymérique autour. Alors ce sont des calcinations ménagées par rapport à la dernière fois. Vous voyez, on va faire une première réticulation en dessous de 300, puis à 350 degrés avec un tout petit peu d'oxygène. Il ne s'agit pas de mettre trop d'oxygène, sinon tout le polymère va partir. Et puis on élimine la fraction la plus fragile, qui dans le cas présent va être la partie qui sert de gabarit. Et on conserve un polymère poreux à base de résine formophénolique. Alors voilà ce que ça donne. Ça, ce sont des clichés de microscopie électronique sur une structure cubique. Ce sont des résines, ce ne sont pas des carbones comme la dernière fois, avec des surfaces de l'ordre de 500 m² par gramme, des tailles de mésopores de l'ordre de 6 nanomètres, donc qui sont déjà un peu gros pour la plupart, et puis des volumes poreux qui sont raisonnables. Donc avec un cliché qui montre que ces systèmes sont relativement bien organisés. Alors il y a une autre façon de faire, plutôt que d'utiliser le chalumeau, je dirais, de brûler le matériau par une voie thermique, c'est de la dissolution. Et donc là, ce que l'on va faire, on va utiliser un processus d'auto-assemblage entre deux blocs qui ne s'aiment pas. Donc ces deux blocs qui ne s'aiment pas vont créer en fait ces réseaux ségrégés mais organisés. Et puis, on va, via un processus chimique et un lavage, on va couper l'un des deux blocs pour libérer l'une des deux porosités. Alors, bien évidemment, la plupart des exemples qui sont un peu pertinents dans la littérature utilisent finalement des polymères à blocs qui s'organisent de façon continue, en fait, où vous avez une interpénétration des deux réseaux. Ça peut être des phases cubiques de ce type ou des morphologies de petits gyroïdes. Simplement parce qu'après, il faut bien libérer la composante que l'on élimine. Alors voilà un exemple qui permet de construire finalement une cellule photovoltaïque toute organique. Non, pas toute organique, une cellule photovoltaïque hybride, je vous disais une bêtise. Alors, le polymère qui sert finalement à faire le polymère à bloc pour l'auto-assemblage, c'est un polyfluorostyrène avec un bloc d'acide polylactique qui est représenté en jaune. Donc en fait, la structure, c'est une structure de type gyroïde. Elle est déposée sur un verre conducteur qui est un verre d'oxyde d'étain dopé à l'indium, dopé au fluor, pardon. Et donc ce verre conducteur, donc, ça permet de faire un film avec une électrode potentielle qui est ici. Une fois que la structure est faite, on va éliminer l'une des deux composantes pour créer un trou, un pore. Et donc le PLA, il suffit de le laver avec une solution légèrement basique, parce que vous allez commencer à saponifier finalement les fonctions. C'est quelque chose d'assez simple. Et donc une fois que vous avez la porosité qui est libre, vous rajoutez une source minérale qui est du chlorure de titane dans le cas présent, et via à nouveau une hydrolyse anodique oxydante, vous allez former du TiO2, et donc vous allez obtenir une réplication chimique, une réplique chimique en fait, qui va être la structure inverse de ce que vous avez là. Et ensuite vous éliminez, je dirais, la dernière composante du polymère, c'est-à-dire la partie bleue, par un traitement, sous argon puis sous oxygène. Vous voyez une température de 500 degrés qui permet en même temps de cristalliser finalement, de nanocristalliser l'oxyde de titane. Dernière étape, vous greffez un colorant sur l'oxyde de titane et puis vous remplissez finalement la porosité vacante avec un transporteur de trous organique. Et dernière étape encore, vous déposez une contre-électrode. Et donc là, vous avez un film avec un conducteur N, un conducteur P, et vous avez également un colorant qui va être
qui va jouer le rôle de sensibilisateur. Typiquement, vous faites une cellule photovoltaïque à colorant de cette façon-là. Alors ça, c'est ce que ça donne au niveau expérimental, et ça, ce sont les modèles. Vous voyez bien la structure poreuse qui est développée par ces systèmes-là. Donc ça, ce sont différentes vues qui ont été prises par microscopie électronique en balayage. Alors voilà ce que ça donne au niveau donc, de la microscopie électronique en balayage. Vous voyez bien la structure poreuse. En haute résolution, en transmission, on voit bien les cages en fait, créées en fait, par l'oxyde de titane, là. Et ça, c'est une vue transversale de la partie TiO2. Alors, le pigment sensibilisateur, bon, c'est une indoline, c'est quelque chose d'assez classique dans le domaine, qui vient finalement se fixer sur la partie du semi-conducteur N, c'est-à-dire le TiO2. Et le transporteur de trous, c'est également un dérivé de un spirodérivé, là, qui finalement est aussi classique comme transporteur de trous. Alors au niveau, donc, ça fait une jonction PN en fait, avec une sensibilisation par le colorant. Et donc voici les photocourants qui sont obtenus en fonction de la tension. Vous voyez, vous obtenez des photocourants qui sont de l'ordre de quelques milliampères par centimètre carré, ce qui n'est pas mauvais. Au niveau des rendements, bon, ben, c'est des rendements qui sont corrects, mais qui sont assez faibles par rapport, je dirais, à l'état de l'art d'aujourd'hui, qui montre des rendements, je dirais, pour les cellules de Grätzel avec un liquide. Là, c'est une cellule tout solide, il faut quand même faire attention. Donc c'est des rendements de l'ordre supérieur à 10%. Et puis dans certaines autres cellules photovoltaïques hybrides, vous êtes au-dessus des 20%. Mais bon, là, je voulais vous montrer cet exemple, essentiellement parce que c'est une construction en plusieurs étapes que j'ai trouvée assez jolie. Alors maintenant, on va passer à des familles de polymères organiques poreux, mais ceux-là obtenus directement par synthèse, pas par des méthodes qui utilisent de la réplique. Alors, dans ces familles-là, vous voyez donc les polymères hybrides en fait, du type MOF ou PCP, ça sera le 5e cours. Les réseaux covalents organisés, cristallisés, ben, ça sera le 4e cours, donc la semaine prochaine. Et là, aujourd'hui, on va plutôt parler en fait, de ces familles-là. Alors là, dans la littérature, c'est à nouveau toute une zoologie de noms, en fait. Vous voyez, les POP, Porous Organic Polymer, les Hyper Close-Link Porous Polymer, les conjugués, les aromatiques pas conjugués. Enfin, je vous fais grâce du détail. Donc on va regarder, j'ai essayé de les reclasser un petit peu en fonction de leurs propriétés. Alors tous ces matériaux-là, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que la plupart de ces réseaux sont amorphes ou très mal cristallisés. Les seuls qui vont être cristallisés, ce sont ces réseaux-là dont je vous parlerai à la fin. Alors, on va réviser un tout petit peu les réactions de chimie organique. Alors, quand vous faites des TP de chimie organique, la première réaction que vous apprenez, en général, c'est la réaction d'estérification, parce qu'elle n'est pas trop difficile. Et puis, généralement, on apprend la réaction de Fiedel-Crafts derrière, qui est assez simple. Alors, je vous rappelle simplement que ça, c'est ce qu'on apprend, mais on peut également faire des réactions de Fiedel-Crafts, où le réactif, c'est un acétal, et un acétal qui peut être bifonctionnel. Et puis après, vous avez tout un ensemble de réactions connues pour leur efficacité dans les couplages. Et vous voyez que les collègues japonais sont loin d'être restés derrière au niveau de la réalisation de ces réactions. Donc en fait, là, je ne vais pas vous faire le détail, mais ce sont des réactions qui sont en général catalysées par des métaux, que ce soit Suzuki, Sodogoshira, Yamamoto, les couplages oxydants. Ce sont des réactions qui sont catalysées par les métaux et qui permettent de faire des réactions de couplage, vous voyez, de façon assez efficace avec des très bons rendements. La seule difficulté, au moins pour les 3 premières, c'est que bon, il faut éviter l'oxygène, il faut avoir des solvants propres. Mais bon, je dirais que c'est le pain quotidien de tout chimiste organicien qui travaille proprement. Ensuite, vous avez d'autres réactions plus classiques, la formation de bases de Schiff, où globalement, on va commencer à entrer des atomes azotés, et ça peut avoir de l'intérêt pour un certain nombre, en particulier pour modifier les niveaux orbitalaires. Et puis des cyclisations de phénazine ou des cyclotrimérisations, vous voyez, avec un catalyseur acide de Lewis, ou bien des cyclotrimérisations avec des dérivés qui vont donner en fait finalement des systèmes triazines. Ça se fait en sel fondu, je reviendrai là-dessus. Donc vous voyez, il y a toute une... C'est à peu près quand vous faites l'analyse du domaine scientifique, et c'est à peu près ces réactions-là que vous trouvez. Et puis 2 nouvelles, en fait, que moi je connaissais moins, pour ne pas les avoir faites, tout du moins. La réaction de Scholl, en fait, qui est une réaction dont le mécanisme finalement n'est toujours pas connu.
Donc s'il y a des gens qui s'intéressent d'explorer les mécanismes, vous avez encore du travail. En fait, d'après ce que j'ai lu, il y aurait des intermédiaires arénium. Et donc c'est une réaction, vous voyez, de couplage entre systèmes aromatiques qui se fait simplement en présence de deux acides, à la fois un acide de Lewis et un acide de Bronsted. Et puis cette borylation de Migliora, voilà, qui permet finalement, via des catalyseurs, je dirais, au palladium et puis des milieux légèrement basiques, de faire un couplage de ce type. Donc ça, c'est un petit peu toutes les réactions qu'on trouve et elles sont utilisées finalement en fonction des solvants qui sont utilisés, en fonction des polymères, en fonction des molécules. Alors on trouve dans ce domaine en fait ce qu'on appelle les polymères hyper-réticulés poreux, en anglais hypercrosslink porous polymer. Donc vous trouverez dans les publications typiquement ce sigle en fait HCP. Les avantages des HCP, c'est que bon, il y a pas mal de monomères qui sont accessibles, les solvants et les catalyseurs sont peu chers, les conditions de réaction sont aisément contrôlables, et puis ce sont des réactions qui sont assez classiques et les rendements sont assez élevés. Alors il y a trois principales approches pour obtenir des systèmes hyper-réticulés. Une post-réticulation de précurseurs qui sont déjà sous forme de polymères, une autocondensation directe de monomères fonctionnels, ou bien le couplage entre des blocs rigides de molécules qui sont aromatiques, polyaromatiques, conjuguées ou non. Alors cette première approche, finalement, elle a été développée, vous voyez, il y a un petit moment par un chercheur russe, Davankov, qui a utilisé finalement des choses assez simples, un polystyrène que l'on dissout et que l'on gonfle dans un solvant, et ensuite on réticule finalement par une réaction chimique ce polystyrène pour former, vous voyez, un réseau hyper réticulé qui va générer forcément une certaine porosité. Alors un exemple simple, c'est d'utiliser un polystyrène avec un chlorométhylène, vous voyez, donc, qui va être tout prêt pour faire une réaction de Friedel-Crafts. Ensuite, vous mettez un acide de Lewis et vous allez commencer à réticuler finalement ce polymère avec d'autres maillons polymériques. Et puis si vous forcez un peu la réaction, vous allez avoir ce genre de réticulation. Et ça permet d'obtenir des systèmes qui sont de porosité assez raisonnable. Donc ça, c'est un autre exemple de post-réticulation où on va utiliser finalement un polystyrène, un copolymère du polystyrène. On va coupler, vous voyez, avec un biphényl porteur d'halogène, donc ça veut dire qu'on le prépare déjà pour une réaction de Friedel-Crafts, et on fait le Friedel-Crafts pour obtenir finalement la réticulation. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne essentiellement des réseaux microporeux avec des surfaces spécifiques de l'ordre de... C'est quoi ça? Bon, d'accord. Donc 900 m² par gramme microporeux. Alors par exemple, ici vous avez une comparaison sur un test de séparation en chromatographie du polymère, je dirais, tel quel pour remplir la colonne, avec ce genre de solvant organique. Donc vous voyez, vous avez une séparation qui n'est pas extraordinaire. Hein. Vous avez, à part le premier pic, qui est l'acétone, qui sort, je dirais, un peu décalé. Par contre, lorsque vous avez ce polymère de grande surface... Bon, et donc, vous voyez que l'efficacité de la colonne, elle est beaucoup plus importante pour ces polymères réticulés, avec des efficacités. Donc, pour 1 mètre de colonne, ça correspond à 70 000 plateaux expérimentaux, ce qui est assez colossal. Alors, on peut évidemment varier, je dirais, de façon assez importante les polymères qui vont être utilisés, avec toujours des réactions type Friedel-Crafts, et on peut varier finalement en fonction du choix des polymères et des réticulants, vous voyez, les surfaces spécifiques entre, je dirais, 500 et 2000 m² par gramme, avec des structures qui peuvent être à la fois microporeuses et mésoporeuses, vous voyez, quelque chose... Généralement, je vous dis, tout ça c'est amorphe, ça veut dire que la caractérisation demande non seulement les caractérisations de surface, mais de jouer avec un ensemble de spectroscopie pour avoir une idée finalement de la structure. Alors, les limitations, c'est que les temps finalement d'obtention des polymères qui servent de précurseurs sont assez longs. Le nombre de polymères fonctionnels pour Friedel-Crafts reste malgré tout limité. Et puis, la plupart des travaux que j'ai lus sont souvent centrés finalement sur le polystyrène. Alors, il y a d'autres exemples, vous voyez, on peut varier finalement les réactions de couplage.
Mais on peut également faire de l'autocondensation directe entre monomères fonctionnels. Donc là, on évite l'étape de formation du polymère. Par exemple, si on réticule via une réaction de Friedel-Crafts ce monomère ou celui-ci, on va obtenir des réseaux microporeux avec des surfaces, vous voyez, de l'ordre de 900, 1400, 1800 m² par gramme. Et puis évidemment, on peut toujours s'amuser à combiner finalement ces systèmes pour obtenir, vous voyez, des surfaces qui sont presque à 2000 m² par gramme. Donc ça, c'est une approche. Donc on part maintenant de monomères et on va réticuler ces monomères. Bon, ça, ce sont des approches également qui utilisent des monomères avec une possibilité de faire du Friedel-Crafts puisque vous avez les groupements chlorométhylène qui sont prêts. Et puis, on rajoute des comonomères. Et ça, c'est une constante finalement dans tous les travaux relativement récents. On va rajouter des comonomères, je dirais assez classiques, mais aussi des comonomères, vous voyez, qui vont permettre de changer finalement la topologie du système. Parce qu'une fois qu'on va les avoir réticulés, évidemment, si vous réticulez des choses qui sont relativement planes, vous voyez le résultat, alors que si vous réticulez des choses qui sont déjà un peu contordues, finalement, vous allez créer de façon obligatoire une certaine porosité. Alors ça, ce sont des réactions, je vous ai dit, que je ne connaissais pas vraiment, les réactions de Scholl, en fait, qui couplent avec deux acides, un acide, je dirais, classique, proton, et un acide de Lewis, qui permettent de faire des couplages entre noyaux aromatiques. Et donc, vous pouvez varier finalement la nature du précurseur pour obtenir les points rouges, finalement, montrent que vous continuez le réseau en répétant ce motif. Et donc, vous pouvez également coupler en fait, ceci via le même type de réaction avec un polymère conducteur, avec des matériaux microporeux qui vont avoir des surfaces de l'ordre de 1500 m² par gramme. Alors, cette réaction, elle commence à être pas mal utilisée, au moins dans les travaux fondamentaux, parce que ça ouvre une grande variété de monomères possibles, avec des fonctionnalités qui sont ajustables, et les tests montrent que les résultats sont corrects, je ne dirais pas qu'ils sont les meilleurs, mais dans tout ce qui est stockage de gaz, catalyse hétérogène, luminescence, et comme on peut conjuguer les systèmes, on peut obtenir également des systèmes qui vont être conducteurs. Alors une autre approche à partir de monomères, c'est ce qu'on appelle le tricotage, en fait. Et donc ça, c'est simplement à nouveau une réaction de Friedel-Crafts, mais avec un acétal, le diméthylacétal. Donc vous couplez ce diméthylacétal via en fait, les catalyseurs habituels pour obtenir des réseaux microporeux, vous voyez, où vous couplez de façon assez intense, vous réticulez finalement le réseau. Et donc finalement, vous allez générer également une microporosité avec des surfaces qui vont dépendre bien entendu des précurseurs que vous choisissez et des conditions de synthèse, mais des surfaces qui sont à nouveau de l'ordre de 400 à 1400 m² par gramme. Et bien évidemment, ces acétals, le chimiste organicien, il sait en faire toute une collection différente, non seulement des difonctionnels, mais des trifonctionnels, des systèmes qui peuvent apporter finalement des réactivités différentes, des acétals, je dirais, de ce type, ou bien des systèmes de ce type aromatique. Et les monomères qui sont utilisés, à nouveau, ce sont des monomères classiques, mais on voit apparaître, et je vais vous montrer un certain nombre d'exemples, des systèmes qui imposent finalement une certaine topologie, vous voyez, qui ne sont pas planaires, et ce sont souvent ces systèmes-là qui donnent des résultats au niveau de la porosité, de la microporosité, qui sont particulièrement intéressants. Alors ces exemples-là, justement, montrent comment on peut faire un super tricot. Là, j'ai choisi cet exemple qui va vous paraître un petit peu compliqué, mais c'est simplement pour vous montrer un peu la richesse qu'il y a derrière la chimie des polymères. Là, ce que l'on fait dans cet exemple, c'est que ce sont des goupillons de copolymères à structure cœur-couronne. C'est ce que j'ai représenté ici. En fait, la structure cœur-couronne, en fait, c'est une structure qui comprend finalement une colonne vertébrale qui est un acide polyglycidyl métacrylate en noir. Donc, en fait, il y a déjà pour fermer le goupillon, en fait, il faut déjà 3 réactions de polymérisation, qui sont des réactions de polymérisation par transfert d'atomes, ou bien par ouverture de cycle, ou par polymérisation vivante. Et donc, vous avez un goupillon qui est fait de cette façon-là, avec un corps de goupillon en noir qui est ce polymère, le polyglycyle métacrylate. Et puis, vous avez ensuite copolymérisé une partie en bleu clair, ici, qui est de l'acide polylactique, ici.
Et puis ensuite, bon, on peut arriver à greffer par exemple des fonctions vertes qui sont des fonctions amines dans le cas présent. Et on termine en fait, la dernière fonction sur l'extérieur du goupillon, ça va être finalement un système polystyrène. Donc ce système, c'est le goupillon de départ. Ensuite, ce polystyrène, eh bien, vous allez le réticuler par une Friedel-Crafts avec cet acétal, et puis vous allez extraire dans un deuxième temps l'acide polylactique qui, lui, par un simple lavage acide, va pouvoir s'éliminer facilement. Donc vous allez extraire la partie bleue. Cette couche fonctionnelle, donc à la fin, vous allez obtenir les parties ici rouges vont être réticulées de cette façon-là, donc le système va se tenir et vous allez obtenir un réseau tricoté. Et donc vous allez avoir une porosité qui va être triple. À la fois, vous allez avoir la porosité, je dirais, intertube, la mésoporosité, puisque vous avez libéré finalement la partie bleue en acide polylactique, et puis également la microporosité due finalement à l'hyperréticulation du réseau polystyrène. Alors évidemment, ces couches fonctionnelles aminées peuvent être changées un peu sur mesure. Vous pouvez mettre des fonctions amines, mais des thiols, des carboxy, des acides sulfoniques en fonction de ce que vous voulez obtenir. Alors voilà, ça c'est ce que ça donne au niveau donc, des goupillons. Donc vous voyez, bon, ce sont des cylindres qui font à peu près 50 nanomètres de long, mais qui sont relativement bien réguliers. Et lorsqu'on les regarde en agrandissement, bon, on voit que finalement, à certains endroits, on voit des zones beaucoup plus claires qui traduisent finalement la mésoporosité interne. Les surfaces, vous voyez, ne sont pas négligeables, de l'ordre de 1000 m² par gramme. Et la partie donc, qui fait le mésopore, je vous rappelle, c'est la partie qui a été gommée par lavage. Alors, couche fonctionnelle aminée. Donc, pour valoriser le travail, vous savez que toujours, maintenant, en chimie des matériaux, si vous n'avez pas une petite propriété derrière, vous ne pouvez plus publier. Donc, en fait, il y a deux réactions qui sont testées. Je dirais assez classiques. C'est des réactions qui nécessitent une base, la condensation de Kovanaguel, et ou bien la réaction d'Henry, en fait, bon, vous voyez les transformations que ça donne, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais des rendements élevés de l'ordre de presque 100%, avec des temps relativement courts et d'une bonne stabilité au cyclage. Cet exemple, j'ai voulu le montrer, pas pour les résultats catalytiques, parce que bon, ils sont bien, mais ce n'est pas le point, mais c'est surtout pour vous faire voir la richesse, finalement, de la chimie des polymères et les possibilités qu'on a à modifier, finalement, la structure, la texture, en mettre une fonction, en mettre une autre, etc. Que l'on n'a pas totalement encore, je dirais, en chimie minérale. Donc ça, c'est une autocondensation directe de monomères fonctionnels. C'est simplement un autre exemple, plus simple, où finalement vous avez un couplage de Sogono-Shira entre cet aromatique porteur de triple liaison, de liaison alcyne, et puis un dérivé bromé avec les catalyseurs conventionnels. Vous obtenez une structure locale qui est de ce type. Vous voyez, donc ça ne veut pas dire que le système est cristallisé. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en variant finalement la nature du solvant de synthèse, eh bien on module la sphère tout en gardant à peu près les mêmes surfaces, vous voyez, de l'ordre de 300 à 400 m² par gramme. Donc des sphères, des bâtonnets ou bien des lamelles, des systèmes lamellaires. Et alors quand vous testez maintenant, ces systèmes-là sont tous super hydrophobes avec des angles de contact, vous voyez, assez élevés. Mais quand vous les testez pour leur propriété d'absorption d'un certain nombre de solvants organiques, eh bien, on voit qu'indépendamment de la surface, indépendamment de la composition chimique qui est la même, eh bien, la morphologie du système modifie de façon assez intense les propriétés d'absorption. Et dans le cas présent, ce sont les systèmes lamellaires 2D qui présentent finalement les propriétés d'absorption. Ce sont les traits rouges qui sont les plus fortes. Une autre façon de faire des couplages, je dirais, avec des monomères, donc des molécules de départ, évidemment, à partir du moment où on commence à obtenir des systèmes qui ont des noyaux aromatiques, ce que cherchent la plupart des chercheurs, c'est d'obtenir des systèmes qui présentent une certaine conjugaison. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que conjugaison, ça veut dire qu'on va commencer à ouvrir sur des propriétés optiques, sur des propriétés de conduction, et ça commence à donner des propriétés autres que simplement l'absorption. Donc ça, c'est un exemple, vous voyez, c'est un couplage de Yamamoto entre ce dérivé bromé sur lui-même, et donc ça donne finalement un polymère 3D. Alors ce qui est intéressant dans le cas présent, c'est qu'ils ont fait la manip, l'expérience, à la fois sur un système qui permet de donner un polymère 3D ou même le polymère linéaire, vous voyez. Ça dépend finalement du nombre de bromes. Si vous gardez que de bromes, vous allez obtenir un polymère linéaire. Celui-ci est totalement non fluorescent, alors que celui-ci est fortement fluorescent, il est rigide,
Et en fait, il y a toute une étude sur la fluorescence de ce système. Ça, ce ne sont pas des structures cristallines, ce sont des modèles du système. Alors ce système, finalement, forme des plaquettes, mais toujours amorphes. Et donc, il y a une évolution de la taille en fonction du réaction. C'est ce que je vous montre ici. En fonction du temps, finalement, on a une évolution de la taille des plaquettes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de la taille des plaquettes, vous avez finalement une variation très, très conséquente. Bon, non seulement de la surface, qui augmente pour atteindre, vous voyez, de l'ordre de 1500-1600 m² par gramme, mais également, vous avez forcément une variation importante du spectre d'absorption, puisque globalement, vous changez finalement les possibilités de délocalisation électronique en conjuguant de plus en plus votre système. Et ça va entraîner forcément d'autres modifications, par exemple sur la fluorescence. Et tout ça, ça se fait globalement à taille de micropores à peu près constante, puisque les micropores sont de l'ordre de 8 angstroms. Et donc finalement, cette réticulation importante, d'une part, limite l'agrégation, limite la rotation des groupes phényls qui souvent inhibent finalement la fluorescence, et donc ça permet d'exalter la fluorescence de ces systèmes. Alors, à partir du moment où on a le contrôle sur les molécules de base et que l'on contrôle également la chimie organique, eh bien, il y a beaucoup de variantes. En voilà une. Bon, à nouveau, c'est le même type de réaction de couplage, Yamamoto, donc avec un dérivé bromé. Tétrabromé, c'est une porphyrine. Et donc, finalement, vous allez coupler finalement ce système, voyez, pour obtenir des systèmes. Vous voyez tout de suite où vous allez avoir de la porosité de façon assez évidente. Ça, c'est à nouveau un modèle. C'est simplement le modèle. Mais ces systèmes restent, je dirais, amorphes ou mal cristallisés. Et ce sont en fait ces systèmes qui présentent des propriétés d'absorption pour les amines qui sont assez intéressantes. Microporeux, surface, toujours dans la fourchette, je dirais entre 1000 et 2000 m² par gramme, des diamètres de pores dans le domaine microporeux et des volumes finalement qui sont relativement raisonnables. Alors lorsqu'on regarde maintenant les propriétés d'absorption d'amines pour la dépollution de ces systèmes et que l'on les compare à un témoin qui est un peu le standard du domaine, c'est un carbone dont je vous ai parlé la dernière fois, avec une grosse surface par rapport à ça, 2000 m² par gramme, des tailles de micropores de l'ordre de 12 angstroms et des volumes poreux de ce type. Voilà un petit peu les charges d'amines liquides qui peuvent être obtenues en grammes d'amines par gramme de matériau avec ce standard. Ce qui est obtenu en amines liquides avec ces molécules, eh bien, ce sont des valeurs qui sont bien plus fortes, comme vous le voyez, simplement parce que jouer sur la porosité, c'est très bien, mais également jouer sur la fonctionnalité des pores, c'est mieux, ça amène finalement des possibilités supplémentaires. Ça, ce sont les données en milieu liquide, et ça, c'est les données d'absorption d'amines sous forme vapeur. Vous voyez, donc à nouveau, vous avez des valeurs qui sont bien meilleures que les valeurs du standard. Globalement, ça fait des adsorbeurs qui sont 7 à 10 fois meilleurs que le standard en carbone. Alors, pour aller un petit peu plus loin, eh bien, on va compliquer un petit peu les précurseurs qui sont utilisés, en particulier les précurseurs azotés, qui vont faire ce genre de couplage pour former, vous voyez, des ASA, des dérivés ASA. L'intérêt de ces systèmes-là, il est multiple. D'une part, c'est que vous introduisez des fonctionnalités supplémentaires, donc vous allez créer finalement des sites d'absorption différents. Puis je vous avais dit également que, en parlant des carbones la dernière fois, en fait, mettre des hétéroatomes, ça peut être intéressant parce que ça change le niveau orbitalaire et ça peut changer finalement les réponses énergétiques finalement de ce genre de matériaux. Alors vous voyez, ça c'est typiquement une synthèse en sel fondu. Le chlorure d'aluminium à 300-500 c'est fondu, puis ça doit fondre en dessous de 200, je pense. Et donc ça donne finalement ce genre de polymères microporeux, qui peuvent être mis en forme de film ou de poudre. Vous voyez, il y a une mise en forme qui est facile. Et ces systèmes-là, bon, ça c'est simplement un cliché de microscopie électronique en transmission qui vous montre la porosité. La microporosité, elle n'est pas régulière, enfin, géométriquement, ce n'est pas parfait, mais c'est relativement, malgré tout, tout à fait correct. Alors, ce que vous observez ici, c'est qu'en fonction, finalement, à nouveau du procédé, eh bien, en fonction de la température, vous allez avoir une évolution, par exemple, de la taille des micropores, vous voyez, entre quelque chose qui tourne autour de moins d'un nanomètre jusqu'à un 5 nanomètres, et puis également une évolution de la surface spécifique du matériau. Donc ça, c'est dépendant finalement du process.
Donc ces matériaux sont conjugués, donc sont conducteurs, présentent des groupes azotés, et je vous ai dit les intérêts en fait, des groupes azotés au niveau des modifications des niveaux énergétiques, sont microporeux et présentent des grandes surfaces spécifiques. Donc ils ont été testés par exemple dans des systèmes électrochimiques, puisqu'ils peuvent être mis en forme. Et ce que vous avez ici, c'est les réponses des capacités en farad par gramme en fonction du traitement thermique et du type de matériau finalement, puisque vous avez une évolution, je vous ai montré, de la porosité de la surface en fonction du traitement thermique. Alors à des faibles densités de courant, le matériau formé à 450 degrés présente finalement des capacités assez intéressantes qui approchent les 1000 farads par gramme. Par contre, ce n'est pas très intéressant d'avoir des trop faibles densités de courant. Et lorsque vous avez des densités de courant, je dirais, plus importantes, à ce moment-là, vous avez des capacités qui sont de l'ordre de 400 farads par gramme, qui sont relativement raisonnables. Alors ces systèmes, je dirais, de forme triazine ont été également développés à nouveau par des synthèses en sol fondu. Ça, c'est le travail qu'avait fait Pierre Kuhn dans le groupe de Marcus Antonietti. Donc à nouveau, c'est un sel fondu qui sert également de catalyseur, hein, c'est un acide de Lewis. Et donc à partir de cette molécule, vous allez polymériser le système en faisant finalement des triazines cycliques, vous voyez. Et vous pouvez aller en calcinant le système, je dirais, à des températures plus hautes jusqu'à des feuillets de carbone azoté. Et ça, je vous les avais montrés la dernière fois. Là, c'est le dérivé carboné, mais on peut s'arrêter dans les étapes intermédiaires pour obtenir des polymères conjugués poreux de ce type. Hein. Et donc, ce sont des matériaux qui sont très faiblement cristallisés, avec, vous voyez, des surfaces de l'ordre de 1600 m² par gramme, des systèmes mésoporeux qui sont stables globalement à 500 degrés, puisqu'après, vous commencez à dégrader finalement ces fonctions de triazine. Et vous commencez également à créer de la microporosité. Ce qui veut dire qu'il y a un domaine dans lequel vous pouvez encore avoir une marge de manœuvre où, avant d'arriver au composé carboné, vous pouvez créer de la microporosité en contrôlant finalement la température de synthèse. Et ça, c'est ce qui a été fait par le même groupe en utilisant, vous voyez, différents types de précurseurs de triazine avec des espacements plus ou moins longs, des températures, des températures de synthèse qui démarrent vers 400 degrés, et donc des espaceurs plus grands, donc des systèmes qui peuvent être couplés de façon, qui peuvent être coupés en fonction de la température, c'est ce que je vous disais précédemment, et qui vont peut-être générer des micropores, et puis matériaux amorphes, et donc vous pouvez jouer sur la répartition de micropores, mésopores dans ces systèmes. Typiquement, voilà ce que ça donne avec cette molécule-ci difonctionnelle. Des microporeux mésoporeux avec des surfaces totales de l'ordre de 2500 m² par gramme et une partie mésoporeuse de 1500. Vous voyez, avec des tailles de pores de l'ordre de 12 angstroms pour les micropores et supérieur à 20 angstroms pour les mésopores. Et voici les volumes respectifs. Et ces systèmes-là sont faits à des températures en dessous de 500 degrés. Donc ce sont des systèmes qui sont relativement contrôlables. Donc j'insiste sur le rôle de la température dans ce type de synthèse. Si vous êtes au-delà de 500 degrés, vous commencez à avoir la double distribution micropores-mésopores, puisque vous dégradez certaines fonctions. Si vous restez en dessous de 400 ou à 400 degrés, vous n'obtenez qu'un matériau microporeux. Alors, évidemment, lorsqu'on parle de polymères, tout de suite, ce qui est intéressant, c'est avoir des propriétés optiques, par exemple, mais également de pouvoir les mettre en forme. Donc ces polymères microporeux aromatiques conjugués, il faut les rendre solubles. Alors une des façons de les rendre solubles, vous voyez, c'est d'augmenter finalement la solubilité en additionnant, ça c'est classique en chimie organique, en modifiant finalement les précurseurs de telle façon à avoir des groupements terre-butyl. Et donc là, c'est une réaction de couplage entre un système bifonctionnel et tétrafonctionnel. Donc ça permet également de contrôler, cette molécule permet également de limiter finalement l'extension du réseau pour obtenir des masses moléculaires en poids qui ne soient pas trop grandes. Donc ça, cette réaction, elle est faite en one pot, en une seule étape, en couplant finalement, vous voyez, une borylation de Miura et puis un couplage Suzuki traditionnel pour obtenir, vous voyez, ce polymère. Ici, vous voyez le couplage entre les différentes molécules, un polymère microporeux avec des surfaces de l'ordre de 500 m² par gramme, vous avez des groupements qui sont périlènes, donc périlène c'est tout de suite optique,
Donc ce sont des polymères qui vont être solubles dans le THF, donc on va pouvoir faire des films, et qui sont luminescents. Vous voyez, donc ça, ce sont des dépôts qui ont été faits simplement pour vous montrer la transparence de ces films. Et ces matériaux peuvent être également mis sous forme de poudre, sans solvant, et remis en suspension dans les solvants, avec des tailles de nanoparticules. Vous voyez, ce n'est pas parfaitement calibré, mais c'est pas mal, de l'ordre d'une centaine de nanomètres. Donc, en fait, là, il y a un effort non seulement d'aller chercher une propriété particulière optique, parce que le choix du périlène, ça va tout de suite imposer une réponse en luminescence, mais également un effort pour avoir des systèmes qui sont solubles pour pouvoir les mettre en forme. Alors, les dernières tendances, je dirais, dans le milieu des polymères et des microporeux, en fait, qui ont démarré aux alentours de 2009-2010, en fait, c'est justement d'obtenir des matériaux, mais en faisant le choix, vous voyez, de topologies qui vont être un peu particulières. C'est-à-dire, au lieu de prendre des systèmes qui, globalement, vont être, je dirais, plans, hein, faut prendre ça avec des pincettes, on va prendre, finalement, des systèmes avec des systèmes tétraédriques de ce type-là. Et donc, via un couplage de Yamamoto, nickel code 2 avec du brome, et ben, on va les connecter, et forcément, et ben, on va générer de la porosité en faisant ça. Et donc, par exemple, ce type de couplage génère finalement des structures locales qui sont de type diamantoïde. Hein. Donc, c'est des structures qui sont proches du diamant, et vous voyez, forcément, vous allez générer de la porosité puisque vous l'imposez avec cette topologie particulière au départ de la molécule organique. Alors, le nom, c'est PAF1, bon, Porous Aromatic Framework. Mais par contre, là, ça commence à être intéressant. Vous voyez les surfaces, ça monte. 5600 m² par gramme, stable à 560 degrés. Ça absorbe l'hydrogène à raison de 10% en poids, à l'azote à 48 bars, ou à température, je dirais, à 20 degrés Celsius à 40 bars du CO2 avec des taux d'absorption qui ne sont pas ridicules. Alors, en suivant finalement cette logique, en fait, de créer des précurseurs qui vont être eux-mêmes avec des topologies un petit peu particulières, il y a un certain nombre de travaux où les chercheurs exploitent finalement également le fait que ces topologies particulières peuvent représenter des charges. C'est ce que j'ai appelé des polymères organiques aromatiques, microporeux et ioniques. Alors ça, c'est un exemple qui a été développé par le groupe d'Arne Thomas à Berlin. Et donc, vous partez finalement, vous voyez, de ce dérivé de ce sel de bore et de lithium, porteurs de fonctions aromatiques, qui vont être décorés avec finalement des bromes, par exemple, puisque derrière, on va vouloir faire des réactions de couplage. Et si vous couplez cette molécule avec un triéthynylbenzène via, à nouveau, une réaction bien développée par ce collègue japonais, eh bien, vous allez réticuler, finalement, vous voyez, vous allez réticuler ces entités-là qui sont chargées, qui sont ioniques, avec, en fait, cette molécule plane. Et donc, ça va se réticuler dans toutes les dimensions, hein, puisque, globalement, vous avez des bords, en fait, qui sont portés par chaque groupement organique du précurseur. Donc, microporeux amorphes, avec des surfaces de cet ordre de grandeur, des pores de l'ordre de 15 angstroms et ce volume poreux. Alors là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir introduit finalement des charges dans un système. Parce qu'à partir du moment où on a un système qui est microporeux et des charges, ce qui paraît évident, c'est de faire des échanges d'ions. Et ce qu'ont fait le groupe de Arne Thomas, c'est qu'ils ont fait une première substitution par échange d'ions, par exemple du lithium par du manganèse de plus, qui vient se fixer finalement en remplaçant le lithium pour créer finalement ce composé avec du manganèse. Et ensuite, ce matériau qui contient du manganèse, non seulement va être un adsorbeur, mais également va être un catalyseur. Donc dans la bipyridine, ce système-là, vous voyez, va catalyser, par exemple, une réaction modèle qui est l'oxydation du styrène, avec des taux de conversion qui sont énormes, pratiquement de 100%, sur plusieurs runs, donc c'est relativement stable, et avec des sélectivités qui sont raisonnables. Donc ça, c'est une façon finalement d'utiliser finalement la charge, l'ionicité en fait de ces réseaux. Il y a un autre exemple qui m'a apparu peut-être plus intéressant, c'est l'exemple développé par ce groupe, c'est chino-américain,
pour l'utilisation finalement de ces polymères aromatiques microporeux ioniques pour récupérer les déchets radioactifs. Vous savez que dans les centrales nucléaires, il y a un certain nombre de noyaux qui résultent de la fission. En particulier, vous avez des nucléotides qui sont volatiles, et il y en a un en particulier qui est l'iode, qui est un peu gênant parce qu'en fait, il a des temps de demi-vie de l'ordre de 15 millions d'années. Donc, en fait, il faut arriver à le stocker de façon relativement efficace. Hein. Et donc, en fait, il y a une recherche assez importante sur les adsorbeurs d'iode. Aujourd'hui, les adsorbeurs d'iode sont essentiellement des zéolithes ou des carbones. Il y a quelques essais également qui sont faits avec des MOF. Alors, pourquoi ces matériaux purement organiques sont intéressants et comment ils ont été faits? Bon, la stratégie, vous voyez, ça va être la même chose. Un sel, un borure de lithium organique, un borate, que vous allez coupler via une réaction toujours de Nagashira avec différents types de noyaux aromatiques porteurs de liaisons alcynes. Hein, donc voilà, le linéaire, le plan mais trifonctionnel, ou bien cette forme, le tétrakis 4-éthynylphénylméthane, qui présente justement ce type de topologie. Et donc vous allez faire ça dans toutes les directions qui vont être disponibles. Et donc, ce sont à nouveau des PAF. Vous avez vu, bon, les numéros ont augmenté par rapport à la dernière fois. Et ça, ce sont des matériaux qui vont présenter des propriétés assez intéressantes. Pas des surfaces énormes, vous voyez, des surfaces de l'ordre de quoi 100, 200 mètres carrés par gramme, mais des fonctionnalités qui sont assez intéressantes et bien placées. Vous allez voir les résultats au niveau de l'absorption. Donc, le message aussi veut dire que pour un adsorbeur, surtout dans les milieux polymériques, parce qu'il y a toujours une possibilité de gonflement, hein, il n'y a pas que la surface qui compte. Hein. Il y a les fonctions que vous y mettez. Les fonctions peuvent être très très importantes en termes des résultats obtenus. Donc là, vous avez typiquement 3 sites d'absorption pour l'iode. Évidemment, vous avez le site ionique, vous avez les liaisons conjuguées aromatiques et les liaisons alcynes. Alors voilà ce que ça donne. Ça, c'est simplement un des 3 polymères qui a été effectué. Le changement de couleur, ça vous permet de voir que l'iode a été absorbé, ça c'est une évidence. Et puis par RMN du bore 11, vous voyez très clairement qu'il y a une modification du signal du bore, ce qui montre qu'il y a une interaction. Alors maintenant, quand on regarde les capacités d'absorption, vous voyez en milligrammes par gramme, eh bien, les polymères que je viens de vous présenter juste dans la slide précédente sont à un niveau de 6 à 2,75 grammes par gramme. Donc, ils sont vraiment au maximum, en fait, de cette courbe qui utilise finalement différents types de matériaux poreux, des IF, des MOF, en fait, différents systèmes. Et vous voyez, vraiment, ils sont tout en haut par rapport à ces matériaux qui eux-mêmes ont des propriétés d'absorption intéressantes et surtout des grandes surfaces. Alors que là, il y a des toutes petites surfaces, finalement. Alors voilà ce que ça donne sur l'absorption d'iode en solution dans l'hexane, sur 3 matériaux, une zéolite. Ce matériau-là, le CMPE1, vous voyez ici, c'est finalement exactement les mêmes topologies, mais en absence finalement de charge. Donc le cœur central est neutre, on va revenir là-dessus. Alors vous voyez, typiquement au bout de 24 heures, la zéolite, ce n'est pas encore terrible. Hein. Le matériau avec les groupements aromatiques et alcynes, c'est pas mal. Le PAF24, par exemple, vous voyez, vous avez quand même une transparence qui est plus importante. Et au bout de 72 heures, il y a une grosse différence, en fait. Celui-là est l'absorbeur qui est de loin le meilleur. Et donc ça se fait dans des temps relativement courts. Et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est que ça vous montre finalement les capacités d'absorption de l'iode en milligrammes par gramme, vous voyez, en fonction du choix finalement des molécules de départ et donc de la structure que vous obtenez avec les différents précurseurs. Le nombre de phényl, le nombre de triples liaisons et s'il y a un site ionique ou pas. Et bien on voit que même sans le site ionique, et on aurait pu penser le contraire, vous avez quand même une capacité qui est importante. Alors après, on aurait pu se dire, oui, mais les aromatiques, ce sont des très bons adsorbeurs. Eh bien non. Les meilleurs absorbeurs, ce sont quand même les triples liaisons dans ce cas présent. Puisque vous voyez, quand on les supprime, vous avez vraiment une chute importante. Alors quand on commence à optimiser finalement le système avec un maximum des 3 fonctionnalités, vous obtenez en fait des absorptions qui sont de l'ordre de 2,7 grammes par gramme. Oui, ou 2700 mg par gramme.
Donc en fait, cette histoire des sites d'absorption, ça semble être très très important dans le choix finalement des absorbeurs. Il ne faut pas non plus se focaliser uniquement sur la surface. Un deuxième exemple de dépollution concerne en fait la dépollution associée au chromate. Vous savez que le chromate, c'est un polluant des eaux usées, qui en plus a le défaut de créer de la bioaccumulation au long de la chaîne alimentaire, donc c'est quelque chose qu'il faut éliminer. En général, dans la littérature, ce que vous trouvez comme procédé de purification, c'est soit de la précipitation, de l'extraction liquide, des membranes et des adsorbants. Au niveau des matériaux, des carbones, des résines échangeuses d'ions, des bioadsorbants, et puis récemment, il y a eu quelques travaux avec les MOF. Alors les limites, en fait, c'est que globalement, les matériaux dans l'ensemble ont une capacité d'absorption qui est faible, et surtout une cinétique d'absorption qui est très faible, sélectivité moyenne et faible stabilité chimique. Alors que peuvent apporter finalement certains polymères microporeux aromatiques ioniques? Voilà un exemple qui a l'air de donner des résultats assez intéressants. Bon, vous voyez ici, vous avez un système ionique que vous allez coupler via une réaction de Yamamoto. Vous avez les deux bromes là qui sont en attente avec ce précurseur qui est bromé, pour obtenir, vous voyez, un copolymère avec une partie ionique, une partie non ionique. Donc ces systèmes-là sont non solubles dans l'eau, mais dispersables. Donc ça veut dire quand même on peut les récupérer. Et on peut, je dirais, assez facilement ajuster les fonctionnalités. Voilà ce que ça donne. Un microporeux avec des particules qui sont de l'ordre de, je dirais, de 100 nanomètres au niveau de la taille. Des surfaces qui peuvent être variées en fonction finalement de la composition, puisque vous pouvez jouer sur le rapport initial entre les deux précurseurs, et vous variez la surface entre 200 et 1000 m² par gramme. Ces systèmes-là sont stables à des températures qui sont largement suffisantes pour être utilisées dans les propriétés d'absorption. Et puis vous voyez qu'en fonction du rapport entre les deux précurseurs, non seulement vous changez la surface, mais également vous changez finalement la taille des pores que vous obtenez. Donc c'est un système qui est assez souple. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des résultats en absorption? Au niveau UV visible, le chrome, vous savez, le chromate est jaune. Donc, on voit qu'au bout de 2 minutes, finalement, le système a totalement gommé le chrome présent dans la solution. Donc, ce sont des absorbeurs qui sont efficaces. Les taux d'absorption par gramme de matériaux, c'est de l'ordre de 172 mg de chrome 6 pour 1 gramme de matériaux, avec des temps d'équilibre de l'ordre de quelques minutes. Alors, vous voyez, quand vous comparez ces taux aux meilleurs matériaux à l'heure actuelle publiés, vous avez les MOF qui sont pas mal du tout, avec, vous voyez, ce MOF avec 172 mg à nouveau, donc des valeurs à peu près équivalentes. Ce MOF, absorption totale, lui, avec 72 heures, 16 heures, vous voyez des temps très longs au niveau des cinétiques. Les meilleures résines commerciales, 156 avec des temps de 30 minutes, et puis d'autres copolymères, je dirais simplement obtenus par réticulation. Là, vous obtenez des taux plus élevés, mais avec des temps en particulier, des temps d'absorption qui sont beaucoup plus longs. Et lorsque l'on regarde maintenant temps d'absorption et sélectivité, quand on couple ça, également à la sélectivité, ben là, on a à nouveau des surprises, puisque là, ce qui est reporté ici, c'est la capacité d'absorption de ces matériaux polymères, ce que je viens de vous montrer, en présence d'anions compétiteurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'absorber du chromate, mais vous pouvez avoir des anions qui rentrent dans la compétition pour l'absorption. Et vous voyez, lorsque vous êtes à égalité avec le nombre d'anions compétiteurs, ça c'est chlorure, sulfate ou nitrate, c'est des colorations différentes, ça ne change rien pour le chromate, il s'absorbe aussi bien. Vous doublez la concentration des autres, ça ne change rien. Vous quadruplez la concentration des autres, ça change un tout petit peu, et c'est que lorsque vous avez une concentration 8 fois plus importante, vous commencez à avoir des petites variations en fait, de l'absorption du chrome. Et lorsque vous mélangez les 3 anions et que vous les mettez en compétition avec ce précurseur, ce polymère, eh bien, à nouveau, lorsque vous mettez la isoconcentration, vous obtenez une réponse très importante, et il faut vraiment aller vers des concentrations 4 fois plus élevées des 3 anions pour obtenir finalement une décroissance de l'absorption de ces chromates. Alors l'intérêt de ce système, c'est non seulement les temps, les cinétiques qui vont rapides, les absorptions qui sont assez intéressantes, relativement sélectives, mais également le fait que finalement il est construit par la chimie organique assez conventionnelle et surtout avec des colorants. Ici, ce que vous avez, c'est le spectre
d'émission en fait, du matériau libre et du matériau en présence de chrome. Ce qui veut dire que non seulement ces matériaux peuvent être intéressants comme adsorbeurs, mais également on peut en constituer un capteur à chrome, pas un capteur, je dirais, relativement qualitatif. Alors, ça, c'est des travaux dont je vais vous en parler assez rapidement parce que ce professeur McNeon va venir au colloque en fin février. Il sera là et donc il vous présentera ces travaux très récents. Donc moi, je vais vous présenter un peu ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Alors, lorsqu'on regarde finalement les aspects solubilité des polymères et les aspects porosité des polymères, l'un des problèmes qu'on a dans les polymères, c'est ça. Hein, c'est qu'il y a un auto-assemblage, il y a un autocollage naturel. Ça, c'est intrinsèque à la matière molle. Et donc, il faut arriver à trouver, en fait... bon, si vous jouez sur la réversibilité des réactions, c'est une possibilité, et on en parlera la prochaine fois, et vous allez aller vers des systèmes qui cristallisent quelque part. Vous allez rééquilibrer les systèmes, c'est ce qui est utilisé pour faire les coffres. Par contre, il y a un autre moyen, c'est de se dire, est-ce que je ne peux pas figer le système d'entrée en choisissant des systèmes qui sont contordus. Alors ça, c'est quelque chose qui est contordu de façon géométrique, mais il y a une contorsion qui peut être aléatoire. Donc si j'ai une molécule de ce type, en fait, bon, avec des points de blocage, évidemment, j'ai pris un exemple pédagogique, et si je répète ce motif-là et que je le colle, je vois bien que je crée de la porosité intrinsèquement au système. C'est ce qu'on appelle des polymères with intrinsic microporosity, les PIMS. Alors, quels vont être les choix maintenant au niveau de la chimie? Eh bien, des connecteurs rigides 3D, mais décidément, aujourd'hui, c'est pas grave. Non, c'est un stylo. Et donc des connecteurs rigides 3D qui sont contordus. Vous voyez typiquement des systèmes spirocycliques. Là, vous avez ce carbone ici qui crée la contorsion avec un couplage, par exemple, avec une molécule plane aromatique. Donc ça, c'est une substitution. Vous voyez, vous avez des groupements attracteurs là, sur le benzène. Ça, généralement, c'est ce qu'on utilise pour faire des substitutions de nucléophiles aromatiques. Et donc ça donne quelque chose de ce genre, vous voyez, avec cette contorsion. Voilà. Donc les microporeux avec des surfaces de l'ordre de 750-760 m² par gramme, mais en plus, en fait, avec ce genre de chimie, vous ne développez pas des masses moléculaires énormes. Donc ça va les rendre solubles. Et puis là, vous pouvez, je dirais, faire plein de choix. C'est ce qu'a fait le professeur McNeon. Vous voyez, vous avez ici un système contordu à base de trypticène que vous allez coupler à nouveau avec ce système pour créer un microporeux avec des surfaces de l'ordre de 1000 m² par gramme. Ou bien un système spirocyclique comme précédemment avec une porphyrine. Et donc là, vous allez créer finalement également des systèmes microporeux avec des topologies qui vont être différentes. Alors l'avantage de ces systèmes, c'est que, bon, évidemment, vous pouvez les utiliser en catalyse, séparation de gaz et stockage, mais l'un des grands avantages de ces systèmes, c'est que finalement, ils ont des masses moléculaires en poids qui ne sont pas très grandes et ils sont solubles. Donc ça veut dire qu'on peut en faire des membranes, on peut les mettre en forme. Et donc ça, c'est une importance assez conséquent. Vous voyez, donc là, il y a eu un certain nombre de travaux, soit avec des spirobifluorènes, soit avec des spirocycliques, toujours un système contordu couplé finalement à un aromatique de ce type. Et donc des surfaces de l'ordre de 700-800 m² par gramme. Mais surtout, je dirais le grand avantage, c'est que pratiquement vous imposez la structure poreuse au départ avec le choix de la molécule, et surtout, vous allez avoir des systèmes qui vont être solubles. Alors là, dans cet article, en fait, ce qu'ils ont comparé, finalement, avec des couplages de ce type, c'est un peu la rigidité du matériau final. Et donc, en fait, quand on augmente la rigidité, finalement, le système reste toujours soluble, mais au niveau de l'absorption, ça devient mieux parce que finalement, vous n'avez pas ces facteurs de gonflement. Vous voyez. Donc, vous avez dans le cadre du PIB, Polymer with Intrinsic Microporosity, le plus rigide, c'est-à-dire celui-ci, vous avez une séquence de perméabilité au gaz identique qui suit finalement cette chaîne de valeurs. Voyez. Et donc, ce sont des systèmes qui peuvent présenter une certaine sélectivité. Et ça, c'est un des derniers travaux qu'il a publié à Science, où il utilise, vous voyez, cet éthano anthracène. Et là, ici, vous avez justement la contorsion, elle est là. Et vous la couplez simplement avec du diméthoxyméthane.
pour former, vous voyez, ce type de matériau. Ça, c'est ce qu'on appelle une base de Tröger. 1000 m² par gramme, une masse moléculaire en poids qui reste raisonnable, donc soluble le système. Vous voyez, donc ça, ce sont les modèles, en fait. Ce ne sont pas des systèmes cristallisés. Ça, ce sont les modèles qui décrivent finalement un peu la topologie du polymère. Et donc, avec ce matériau-là, bon, il a essentiellement testé, vous voyez, des couples azote-hydrogène, hydrogène-méthane, hydrogène-CO2. Et donc, d'une part, il y a une perméation très rapide de l'hydrogène, bon, qui est le plus petit, et puis des sélectivités qui sont intéressantes par rapport à tous ces gaz qui sont au moins d'un facteur 10 à 15. Donc, c'est des matériaux qui sont intéressants également au niveau pratique. Alors, je voudrais finir finalement mon exposé avec justement des composés qui, eux, sont organiques microporeux, cristallisés, que vous connaissez sans doute pas. C'est ce qu'on appelle les éolytes de Dianine. Alexandre Dianine, c'est un chercheur, un chimiste russe, qui a synthétisé un matériau que vous connaissez bien, hélas, et qui a fait beaucoup de bruit, c'est le bisphénol A. Donc, mais dans la réaction du bisphénol A, où vous utilisez finalement un phénol et de l'acétone que vous condensez, en fonction de comment vous gérez la réaction, vous obtenez des molécules de type chromane, de ce type, qui peuvent être même, je dirais, en quantité majoritaire par rapport au bisphénol A. Alors l'intérêt finalement de ces molécules, vous voyez, c'est qu'ici vous avez une molécule qui est contordue avec également une possibilité de liaison hydrogène. Et bien, les structures de ces systèmes-là donnent, vous voyez, des structures parfaitement organisées qui créent des canaux de liaison hydrogène. Donc ce sont un peu des éolytes purement organiques, purement cristallisés. Et donc ça, ce sont des travaux qui datent... Bon, l'isolement de cette molécule, elle date de 1914 par Alexandre Dianine. Les éolytes organiques de ce type, les structures, c'est des papiers de 1975 à peu près, donc c'est assez vieux. Mais finalement, avec toutes les demandes qu'il y a au niveau de recherche sur les matériaux, pour l'environnement, etc., il y a eu un peu un renouveau sur ces structures. Et quand on regarde la littérature, bon, ce sont des adsorbeurs, en fait. Ce sont des systèmes de clatrate, vous voyez, qui même ces matériaux adsorbent des molécules invitées qui peuvent être des alcanes, du CO2, bon, évidemment, dans des gammes de température qui sont pas toujours encore très intéressantes, mais avec des capacités raisonnables. Donc ça, c'était un peu le modèle de départ. Mais ce que l'on voit apparaître dans la littérature en ce moment, ben c'est ça, 2011, 2015, 2017. Eh bien, c'est justement des gens qui recherchent à nouveau cette stratégie en se disant on va faire des nouvelles structures de Dianine en jouant finalement sur un peu les mêmes concepts, mais en créant finalement les molécules un peu sur mesure pour aller vers des matériaux qui sont un peu plus optimum. Donc là, je vais vous décrire très rapidement deux exemples, les deux les plus récents. Pardon. Vous voyez, donc en fait ici, on va aller chercher un réseau de liaison hydrogène avec une molécule de ce type en faisant 3 carboxylates. Donc il y a une série de réactions chimiques, je vous fais grâce de l'évolution, ce n'est pas commercial. Et en fait, ce composé générateur de liaison hydrogène, lorsque l'on met en solution dans le THF et qu'on fait une diffusion lente d'hexane, cristallise pour former des cristaux de ce type. Bon, HOF, c'est Hydrogen Organic Framework, Porous Hydrogen Organic Framework. Vous voyez, où finalement, vous commencez à associer toutes ces molécules par un réseau de liaison hydrogène. Et non seulement ça, mais votre réseau, il va être intertwiné. C'est-à-dire qu'à la fois, vous allez entrelacer le réseau, qui va plus les liaisons hydrogène. Et la liaison hydrogène, c'est peut-être pas fort en énergie, mais quand vous faites la somme de liaisons hydrogène, ça peut valoir des liaisons covalentes. Alors voilà ce que ça donne. Des réseaux microporeux, vous voyez, de ce type, où on voit les associations en fait, par liaison hydrogène. Donc ça donne un réseau 3P, ça c'est le réseau avec symbolisé de façon différente, vous voyez, stick and balls, avec des pores, des canaux microporeux de l'ordre de 6 angstroms. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont robustes. Parce que finalement, le système sont interpénétrés. Vous avez un ensemble de réseaux qui s'interpénètrent, plus les liaisons hydrogène. C'est des réseaux moléculaires, ce ne sont pas des polymères. Et donc, regardez les absorptions de CO2, les isothermes sont relativement propres.
hein, avec de l'absorption qui peut être sélective à différents gaz, le méthane, le CO2. Vous avez en fait ici l'absorption en centimètres cubes par gramme. Vous voyez, c'est l'éthylène qui est le mieux absorbé, puis le CO2, puis le méthane. Donc vous avez une certaine sélectivité. Microporeux avec des surfaces de l'ordre de 700 mètres carrés par gramme, des volumes poreux, des absorptions qui ne sont pas négligeables, mais surtout des sélectivités, vous voyez, pour les différents gaz qui sont entre 5 et 10, je dirais, pour résumer, et une très bonne stabilité également thermique et au solvant. Et donc, en fait, ce sont des systèmes, à mon avis, qui valent la peine. Il faut se pencher sur ces systèmes-là, surtout quand on a un potentiel dans un laboratoire de synthèse de molécules organiques. On peut imaginer plein de choses intéressantes. Ça, c'est le deuxième système que je voudrais vous décrire rapidement. Vous voyez, c'est un système un peu plus étalé au niveau des noyaux aromatiques qui va porter 4 fonctions carboxylates. Et on va chercher la même chose, des liaisons hydrogènes fortes avec des réseaux interpénétrés, hein, donc des structures de type diamantoïde de façon générale. Et donc ici, vous allez coupler de façon importante les liaisons hydrogènes et également les liaisons entre les aromatiques, donc des interactions pipi. Microporeux, 2000 m² par gramme, des canaux, vous voyez, mésoporeux cette fois-ci, pardon, oui, micro-mésoporeux, en fait, vous êtes un petit peu à la limite. Et puis cristallisés, ça, ce sont les simulations et les matériaux cristallisés, même après, je dirais, des traitements à 100-200 degrés, ça reste cristallisé. Et ce sont des microporeux stables avec des surfaces qui varient en fonction, lorsque vous les avez mis au travail, je dirais, qui sont stables dans l'eau et les solvants, stables à l'air jusqu'à 200 degrés. Et une fois que vous les avez mis au travail sur 3 cycles, vous pouvez réactiver le matériau par un traitement dans le DMF à 190 degrés. Donc ce sont des matériaux à base de liaison hydrogène, mais qui sont quand même bougrement intéressants, qu'il ne faut pas négliger. Vous voyez, ici, ce sont les sélectivités des matériaux, par exemple, par rapport au méthane de différents. Et vous voyez que vous avez des sélectivités qui commencent à être non négligeables à température ambiante et à 1 bar de pression. Donc, ce sont des systèmes qui, de mon point de vue, ne sont pas encore très explorés et méritent d'être explorés. Donc voilà, je veux résumer un petit peu ce que je vous ai dit. Polymères poreux, résumé et stratégie. Les méthodologies, bon, il y en a 3 principales. L'utilisation de gabarits totalement sacrificiels, l'auto-assemblage de copolymères à bloc ou de la synthèse directe à partir de polymères microporeux, soit par réticulation de polymères existants, soit par, je dirais, couplage de monomères. Au niveau de la génération des pores, bon, je vous ai suffisamment montré d'exemples aujourd'hui. Si on regarde maintenant les avantages et les principales limitations, dans le premier cas, synthèse facile, on contrôle bien les mésos et la macroporosité. La fonctionnalisation est facile, mais on a besoin de gabarits sacrificiels. Très souvent, on n'obtient pas de micropores dans ces démarches. Et puis, ce sont des démarches qui, pour l'instant, restent au niveau du laboratoire. Donc, on a du mal à augmenter, à faire du scaling up. L'auto-assemblage de polymères à bloc, taille des pores cette fois-ci ajustable. On a des architectures poreuses qui sont très bien définies, des réseaux complexes et surfaces multifonctionnelles, hein, c'est un peu ce que je vous ai montré, des réponses qui peuvent être stimulables, synthèse un peu plus difficile, produits pouvant être coûteux, à nouveau le problème matériaux de laboratoire, très souvent pas de micropores, mais bon, c'est des choses, je dis très souvent pas de micropores, mais on peut en obtenir. Et puis il y a les synthèses directes de polymères microporeux que je vous ai montré dans la deuxième moitié de mon exposé. Donc là, ce sont des porosités élevées qui sont relativement ajustables, des matériaux stables, amorphes quand même, hein, ça veut dire qu'il faut arriver à les caractériser. On peut ajuster finalement tout ceci via la chimie organique, via le choix des monomères et les réactions. Donc là, il y a une grande versatilité sur ces systèmes. Un peu les limitations, donc il faut quand même un contrôle strict des monomères et des conditions de synthèse. Hein, ce n'est pas de la synthèse, je dirais, de chimie inorganique, il faut avoir un petit peu de soin. On peut ajuster micro- et mésoporosité, mais pas toujours, ça reste encore quelque chose de difficile à explorer. Au niveau donc, des matériaux poreux à structure hiérarchique, il y a un certain nombre de méthodes, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui parce que j'ai largement dépassé mon temps déjà, donc je traiterai ce sujet dans la dernière leçon sur la hiérarchie. Et pour finir, je voudrais simplement vous rappeler surtout ceci, c'est qu'il y aura un colloque le 22 février, justement où vous verrez
une partie des gens que j'ai cités dans certaines de mes présentations en particulier. Donc la prochaine fois, je vous parlerai donc de COF, Covalent Organic Framework, donc des matériaux qui sont énormément à la mode, puisque ça donne des matériaux poreux, très grande surface spécifique, avec des structures qui cette fois-ci vont être pour la plupart cristallines, et donc finalement plus faciles à caractériser, et puis une communauté qui est énorme derrière ces COF, et donc finalement un terrain plus intéressant au niveau du développement quantitatif, je dirais, scientifique. Voilà, je vous remercie pour votre attention.